Bonjour, aujourd'hui on va voir les polynômes palindromiques ou appelés aussi réciproques. Il est possible que dans certains ouvrages les deux terminologies soient différentes, mais pour nous ce sera la même chose. On va tout de suite définir ça, donc je vais appeler A l'ensemble des polynômes de C de x. Je vais me situer dans C de x, par confort, hein. Tel que P de 0 est différent de 0, voilà, donc leur terme en degré 0 est non nul, hein, c'est juste ça. Vous remarquerez que A est stable par multiplication, hein, parce que si P et Q ne s'annulent pas en 0, alors P fois Q ne s'annule pas en 0, hein, parce que C est intègre, hein, juste ça, c'est un corps. Alors je vais définir pour tout polynôme de A un autre polynôme P étoile qui sera encore dans A, de la façon suivante. Si le degré de P est n, et que P c'est égal à la somme des k égale 0 à n de AK xk, bon, les AK sont dans C, hein, bien sûr, A0 est non nul, hein, puisque P est dans A, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et bien je vais définir P étoile comme étant la somme de k égale 0 à n de AN-K xk, c'est-à-dire quand vous symétrisez le polynôme. C'est-à-dire si vous aviez x2 plus 3x moins 4, vous allez avoir maintenant moins 4x2 plus 3x plus 1. Bon, voilà, hein, tout simplement. On a évidemment, étant donné que A0 était non nul, on va avoir ici pour P étoile que son AN de P étoile est non nul. Donc le degré de P étoile est égal à N. Vous voyez aussi que étoile, ça va être bien défini, hein, de A dans A. Ça va même envoyer un polynôme de degré n vers un polynôme de degré n, et c'est une involution, hein, des polynômes en chaque degré. Hein, une involution dans le sens que quand on va le faire deux fois, on va retomber, P étoile étoile, on va tomber sur P. Bien. On pourrait avoir une définition alternative de P étoile qui coûte pas cher et qui peut rapporter gros, on va le voir tout à l'heure. P étoile de Z, c'est égal aussi à Z puissance n, P de 1 sur Z, pour tout Z dans C étoile, a priori. Alors, effectivement, d'abord, est-ce que ça définit bien un polynôme? Bon, bah oui, regardez, quand vous allez appliquer, donc vous allez évaluer x en 1 sur z, là vous allez avoir AK de 1 sur z puissance moins k. Quand vous allez multiplier par z puissance n, ça va faire AK z puissance n moins k, et donc en faisant le changement de variable, en changeant k en n moins k, on obtient que P étoile de z, c'est somme de k égale 0 à n de a n moins k, z puissance k. Maintenant, pour passer de ça qui est vrai pour tout z, attention, z non nul, parce que j'aurais pas pu pour z égale 0 définir ça, pour passer donc de cette égalité à une égalité polynomiale, il faut quand même un petit argument, hein, d'infinitude. C'est-à-dire que on a deux polynômes maintenant, P étoile et P, et quand on les évalue en Z, eh bien, pour un nombre infini de Z, pour une infinité d'évaluations, on obtient la même chose. Donc les polynômes sont égaux, parce que si un polynôme a une infinité de 0, alors il est nul. Voilà, c'est comme ça, c'est la triste condition des polynômes. Alors vous voyez que ces deux définitions sont équivalentes, hein. Celle-ci implique celle-là, c'est un petit calcul de rien du tout qu'on vient de faire, et celle-ci, la seconde, implique la première. Ça demande quand même quelque chose d'un petit peu plus subtil que si deux polynômes sont égaux sur une infinité de valeurs, alors ils sont égaux. Voilà. Bref, on a défini une involution sur A qui passe à tous les degrés. Hein. Et bien maintenant, je vais dire la chose suivante, soit P plus, l'ensemble des P de A, tel que P étoile, est égal à P. P moins, l'ensemble des P de A, tel que P étoile, est égal à moins P. C'est normal, à partir du moment où on a défini une involution, on va chercher ses invariants et ses anti-invariants. On fait toujours ça, que ce soit pour la transposer, que ce soit pour
pour tout, hein, on cherche toujours les matrices symétriques, les matrices antisymétriques, les fonctions paires, les fonctions impaires, etc. C'est normal. Alors, P+, ce sera pour nous les polynômes palindromiques, P-, ce sera pour nous les polynômes anti-palindromiques, normal, comme symétrique, antisymétrique pour les matrices. Et voici une caractérisation. Ce qu'on va voir, ce que je propose de regarder dans cette vidéo, c'est d'une part une caractérisation assez simple des polynômes palindromiques, et d'autre part, comment on les trouve dans la nature, comment on les retrouve naturellement, ces polynômes palindromiques. Quels sont les polynômes célèbres qui sont palindromiques ou antipalindromiques, surtout palindromiques en fait. Alors d'abord la caractérisation, regardez, vous avez P+, ce sera l'ensemble des P égal à x-1 puissance 2k1 fois x plus 1 puissance k indice moins 1 fois x2 moins 2ax plus 1 puissance ka. Alors K1 c'est un entier positif, K-1 aussi, Ka aussi. Bon, vous comprenez que A est différent de plus ou moins 1 pour avoir une certaine unicité de la décomposition, parce que si on avait 1 ou moins 1, ça se mélangerait avec ça. Bon, voilà. Et les polynômes antipalindromiques, c'est la même chose, sauf qu'on a une puissance impaire ici à la place d'une puissance paire. Bon. Dans un premier temps, ce que je propose de démontrer, et c'est vraiment très très simple, c'est que Q et R appartenant à A, on a que QR étoile est égal à Q étoile R étoile. C'est-à-dire que cette involution est compatible avec la multiplication dans A. D'accord ? Pas avec l'addition, hein, non. De toute façon, A n'a pas de structure additive, hein, évidemment, par sa définition. Mais pour sa structure multiplicative, ça marche bien. Et le deuxièmement, eh bien, on va faire une récurrence très simple sur le degré de P, mais on va commencer par le premier. Alors, on attaque le 1, on va le faire très simplement, on va pas s'embêter, on va utiliser celui-ci. On pourrait le faire avec ça en regardant avec le produit de Cauchy, hein, QR, hein, d'accord, les coefficients de QR. C'est encore plus simple de le faire avec ça, regardez, je prends le degré de Q égale M, le degré de R égale N, et bon, Q et R sont dans A, donc ça pose pas de problème. Le degré de QR, c'est M plus N, donc quand je vais faire QR étoile, je vais appliquer cette formule à QR étoile 2Z. Donc ici, QR étoile de Z, je me demande si c'est égal à Q étoile de Z, R étoile de Z. Quel que soit Z dans ces étoiles. Si c'est vrai, alors on aura égalité de ces deux polynômes, évalués après évaluation en une infinité de valeurs. Donc égalité des polynômes. Très bien. Et ben voilà, c'est ça qu'on se demande donc. Et effectivement, ici, par définition, comme le degré c'est m plus n, la définition nous dit que ça va être z puissance m plus n, QR de 1 sur z, c'est-à-dire Q de 1 sur z, R de 1 sur z, et on se demande si c'est égal à z puissance m, Q de 1 sur z, après la définition ici, z puissance n, R de 1 sur z, oui, parce que quand on fait passer Zn ici, ça nous fait bien ça. Donc c'est bon, et le petit 1 est extrêmement tranquille, vous voyez. Bon, alors, avant de commencer la caractérisation, j'ai rajouté, entre deux enchaînements, un lambda ici, parce que j'avais supposé P unitaire, mais oui, non, P, j'ai pas supposé qu'il était unitaire. En fait, il faut rajouter un lambda complexe, mais non nul, évidemment, puisqu'on veut que P de 0 soit différent de 0, donc j'ai mis un lambda ici, et ici, lambda étant dans C étoile, voilà. Mais on va faire la caractérisation en nous servant du petit 1, et en faisant une récurrence. Vous allez voir que, comme on va sauter à un moment de 2 en 2, selon les cas dans lesquels on se trouve, je préfère faire l'initialisation à n égale 0 et n égale 1. Parce qu'on pourrait sauter de 2. Donc je préfère faire comme ça, c'est plus prudent. Pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le polynôme, c'est juste une constante. Et, étant donné que P étoile, quand P est constante, c'est égal à P, tout est palindromique et rien n'est anti-palindromique.
palindromique. Et effectivement, ça revient à dire ici que les KI sont tous nuls, d'accord, pour avoir P égale lambda. Et ici, c'est pas possible parce que 0 n'est pas impair, hein, et alors qu'il nous faudrait une puissance impaire ici. Donc pour n égale 0, c'est vrai, la caractérisation est vraie. Pour n égale 1, on a un polynôme de degré 1. Bah, ça veut dire ici P1+, bien c'est de la forme. Donc P1+, ça va être les palindromiques de degré 1. Eh bien, ils sont de degré 1, donc ils sont de la forme lambda x plus mu, mais comme ils sont palindromiques, ça veut dire que lambda égale mu, donc ils sont de la forme lambda facteur de x plus 1, où lambda est dans C étoile. Bien. Eh bien, oui, c'est effectivement exactement les polynômes de cette forme-là. Là, comme on a du degré 2, ça fait 0. Là, ici, on a forcément, comme on est en degré 1, bah forcément, ça, c'est K1 est égal à 0. Et ici, K-1 est égal à 1, et on a le lambda. Donc, tout va bien. Là, pour les antipalindromiques, ici, les antipalindromiques, ça va être les lambda x plus mu avec lambda égale moins mu, donc les lambda x moins lambda, avec lambda dans C étoile, comme d'habitude. Donc, ici, ben, c'est exactement ces polynômes-là. Étant donné que le degré, c'est 1, ça oblige K-1 à être égal à 0, K1, évidemment, être égal à 0, Ka être égal à 0, et ça nous fait bien lambda x moins lambda ici. On a exactement ce que l'on veut. Donc on a prouvé pour le cas n égale 0 et n égale 1 que les palindromiques et les antipalindromiques sont sous cette forme-là, bien sûr. Alors maintenant, on va supposer que c'est vrai jusqu'à n-1, et il faut prouver Hn, c'est-à-dire il faut prouver pour les polynômes palindromiques et antipalindromiques de degré n qui sont sous la forme indiquée. Alors, je vais dire que P étoile, P est de degré n, hein, je vais partir d'un élément de A de degré n, P étoile égale epsilon P, où epsilon égale plus ou moins 1, selon si P est palindromique ou antipalindromique. Et maintenant, comme je suis dans C, je vous ai dit par confort, je vous trouvais dans C, eh bien, je vais pouvoir parler d'une racine de P, parce que C est algébriquement clos. Donc, si Z est une racine de P, eh bien, vous voyez qu'à partir du moment où Z est une racine de P, eh bien, automatiquement, 1 sur Z va être, hein, quand on va faire 1 sur Z ici, on va avoir du Z ici, eh bien, bon, Z non nul, hein, forcément, Z étant non nul, bah, Z puissance moins 1, ou 1 sur Z, est racine de P étoile, donc, racine de epsilon P, donc, racine de P. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Z est racine de P et 1 sur Z est racine de P. Ça veut dire que x moins Z divise P et que x moins Z puissance moins 1 divise également P. On a envie de dire que le produit divise P. C'est-à-dire que le PPCM de x moins Z et x moins Z moins 1, c'est le produit. Mais non, parce qu'il faut vérifier que Z égale ou pas à Z-1. C'est pour ça qu'on va faire des cas. Le premier cas, il est assez simple. Si Z est différent de Z-1, alors dans ce cas-là, ces deux polynômes ne sont pas associés, donc le PPCM, ça va être le produit, et on va avoir que x moins Z, facteur de x moins Z-1, divise P. Alors, comme x moins Z, facteur de x moins 1 sur Z divise P, bon, je vais développer la partie de gauche, et ça va me donner quelque chose de la forme x2 moins 2ax plus 1. Parce que quand on fait z fois 1 sur z, ça fait 1. Et je vais poser 2a égale z plus z moins 1 pour obtenir ce moins 2a ici. Ce qui fait que p, c'est égal à x2 moins 2ax plus 1, facteur d'un certain polynôme q. Q qui divise p, donc forcément q de 0 est différent de 0, q est bien dans A. Hein, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais écrire que P étoile, c'est epsilon P. Alors, P étoile, c'est égal à, d'après 1, c'est égal à ce polynôme-là étoile fois ce polynôme-là étoile.
Mais celui-ci est palindromique, donc il reste fixe. Et là, on a Q étoile. Mais P étoile, c'est aussi égal à epsilon P, donc c'est epsilon x2 moins 2ax plus 1 fois Q. Maintenant, comme C de x est intègre, bien sûr, c'est un anneau intègre, l'anneau des polynômes est intègre, eh bien, je peux simplifier ici par x2 moins 2ax plus 1 et obtenir que Q étoile est égal à epsilon Q. Mais Q est de degré, le degré de P, moins 2. Donc, par récurrence, je peux appliquer exactement ce que je veux. Donc, si P était palindromique, Q est palindromique. Si P est antipalindromique, Q est antipalindromique. Donc, j'ai descendu de 2 degrés et je vais appliquer ma récurrence pour obtenir que P c'est égal à ça fois Q. Donc, il va bien être de la forme indiquée, c'est-à-dire que c'est Ka qui va être incrémenté de 1 par rapport à Q. Donc, ma récurrence me le donne directement. Maintenant, le deuxième cas, si Z est égal à 1 sur Z, mais dans ce cas-là, ça fait Z2 égale 1, donc Z égale 1 ou moins 1, je vais commencer par le cas où Z égale moins 1, parce que X plus 1 est palindromique. Donc, x plus 1 étant palindromique, c'est exactement le même problème que celui-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir P est égal à x plus 1 fois un certain Q qui est de degré de P moins 1, c'est-à-dire n moins 1. Et on va avoir donc exactement la même chose, parce que x plus 1 est palindromique, ça ne change rien. Et effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas de souci ici au niveau des exposants. Tout se passe exactement de la même manière. C'est K-1 qui va être incrémenté de 1 par rapport à Q. Bien. Maintenant, si Z égale 1, alors là, ça change un petit peu. Quand vous allez avoir x-1 divise P, vous allez avoir quoi? P étoile, donc vous allez avoir P égale à x-1 fois Q, d'accord? Quand vous allez appliquer 1, ça va vous faire P étoile égale, mais celui-ci il est antipalindromique, donc ça va nous faire moins x-1 fois Q étoile. Mais d'autre part, comme P étoile est égal à epsilon P, eh bien ça va nous faire epsilon, évidemment, x-1 Q. Et quand on simplifie, là ici, ça va faire que Q étoile est égal à moins epsilon Q. Ce qui veut dire que si P est palindromique, Q est antipalindromique, et si P est antipalindromique, alors Q est palindromique. D'accord? Et oui, donc ça veut dire qu'il va falloir... C'est pour ça qu'on fait la récurrence simultanée pour les deux. Vous voyez, c'est à cause de ce cas-là. Voilà, c'est tout. Donc en fait, il va y avoir une incrémentation de 1, mais si Q est antipalindromique, donc on a un exposant impair, ce qui va faire qu'avec l'incrémentation de 1, on va avoir un exposant pair, et inversement, si on avait un exposant pair là, on aura un exposant impair ici. Maintenant, je vous avoue que je suis assez pressé de vous montrer des jolis exemples de polynômes palindromiques directement dans la nature, quoi. Là, ça va être le documentaire animalier des polynômes réciproques. Alors, on commence dans la culture générale des polynômes palindromiques, évidemment par les polynômes cyclotomiques, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le énième polynôme cyclotomique? Pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue dans le monde de la cyclotomie, c'est le produit des x moins oméga, quand oméga décrit l'ensemble des racines primitives énièmes de 1, on est dans C, et ces polynômes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont unitaires, à coefficient dans Z, ça peut être surprenant, vu la définition, et ils sont irréductibles sur Z, irréductibles sur Q. Voilà. Il y a bien sûr pour n égale 1, c'est x moins 1, d'accord? Pour n égale 2, la seule racine primitive deuxième de 1, c'est moins 1, donc ça va faire finalement x plus 1 ici. Donc déjà phi1 il est antipalindromique, phi2 lui il est palindromique, et en fait tous les autres pour n supérieur à ou égal à 2, eh bien ça va être palindromique. Regardez par exemple phi3, c'est x2 plus x plus 1. Et oui, puisque les racines primitives cubiques de
de 1, les racines primitives troisième de 1, c'est J, ce qu'on appelle J et J2, ou J-1. Et donc, ça va faire x moins J, facteur de x moins J2. Alors évidemment, vous allez me dire 1 est racine cubique de 1, mais pas primitive. Lui, 1 est racine primitive unième de 1, pas cubique. Donc, maintenant, phi4, c'est cette fois-ci les racines quatrièmes, parce que dans les racines quatrièmes, vous avez 1, moins 1, i et moins i, c'est la racine quatrième de 1, mais la racine primitive quatrième, c'est i et moins i. Donc ça fait x moins i, facteur de x plus i. Et là, ça fait x2 plus 1. Bien. Bon, ça nous fait des polynômes qui sont attendus comme palindromiques, mais bon, il faut un peu de temps avant qu'il y ait autre chose que des 0, des 1 et des moins 1. Bon. Il faut attendre 105. Pourquoi 105? Parce que 105, il y a 3 nombres premiers impairs. 3, 5, 7. 105, c'est 3 fois 7 fois 5. Voilà. Et c'est là qu'il va y avoir un petit peu de nouveau, de choses nouvelles qui vont se passer. Regardez peut-être la vidéo qui s'appelle polynôme cyclotomique, petit calcul entre amis, et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Pourquoi on s'arrête à partir on va jusqu'à 104 et après on s'arrête. Mais pour 105, voilà, on a un magnifique polynôme, phi 105, qui est palindromique. Et regardez ce moins 2, donc il est son degré, c'est phi 205, phi 205, c'est-à-dire, ça c'est l'indicatrice de l'air, donc phi de 3, ça va faire 2, phi de 5, ça va faire 4, et phi de 7, ça va faire 6. Et donc, quand vous allez avoir 6 fois 4 fois 2, ça fait 48. Le degré, c'est 48. Donc ici, vous allez avoir ça. Donc 48, 47, 46. En fait, vous avez ici 1x, x2. Et ensuite, vous avez un décrochage, moins 43, qui correspond au décrochage moins x5, etc. Là, vous avez le moins 2 ici, qui est le reflet, le miroir de ce moins 2 là. Et vous pouvez vérifier, vous avez un polynôme palindromique qui est quand même assez intéressant. Alors, d'où vient cette palindromie des phi n pour être supérieur ou égal à 2? Eh bien, ça vient du fait que si oméga est racine primitive nème de 1, alors oméga puissance moins 1 est une racine primitive nème de 1 également. Et comme n est supérieur, on va enlever les cas 1 et 2, comme si on prend n strictement supérieur à 2, eh bien oméga et oméga moins 1 sont forcément distincts, parce que oméga est différent de 1 et de moins 1, et donc on a des choses de la forme oméga puissance k, où k est premier avec n, et qu'on allie avec son inverse ici, et ça nous fait un polynôme palindromique ici, de type qu'on a vu tout à l'heure, x2 moins 2a, x plus 1. Voilà. Et forcément, phi n, on va pouvoir associer 2 par 2 les racines primitives pour obtenir un produit de polynôme comme ça, donc un produit de polynôme palindromique. Et donc on a vu, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, que les produits de polynômes palindromiques sont encore palindromiques. Voilà pour les polynômes cyclotomiques. Maintenant, toujours avec les polynômes cyclotomiques, on a un petit plus qui est intéressant, c'est l'utilisation du théorème de Kronecker, qui est quand même un grand classique. Alors, en gros, on pourrait dire le théorème de Kronecker de cette manière-là. Si P est un polynôme à coefficient dans Z, s'il est unitaire avec P de 0 différent de 0, avec des racines toutes de modules inférieurs ou égal à 1, je regarde ces racines dans C évidemment, dans C étoile puisque c'est différent de 0, voilà, toutes les racines sont de modules inférieurs ou égal à 1, eh bien, du coup, P ne va avoir que des racines qui sont des racines de l'unité. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça permet, par exemple, ça vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrie. Bon, d'abord, c'est un très joli développement, évidemment. Et vous pouvez voir une application au sous-groupe fini de GLN de Z. Donc, on a un plongement, tout sous-groupe fini G de GLN de Z va, grâce à ce théorème, s'injecter dans un GLN de FP. Voilà.
et entre autres pour le GLN de F3 par exemple. Donc ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour étudier les sous-groupes finis de GLN de Z. Bien. Eh bien, ça fait que P est un produit de polynômes cyclotomiques. Alors, selon si 1 est racine de P ou pas, hein, d'après ce qu'on a vu, P va être un produit de polynômes cyclotomiques, donc il va être palindromique ou antipalindromique. Si 1 est racine d'ordre pair, par exemple, hein, d'accord, eh bien, on va avoir que P est palindromique. Et maintenant, on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus rigolo. Alors, le troisième exemple de polynômes qui vont être palindromiques, et en plus avec des coefficients entiers naturels, c'est un peu compliqué, hein. Je sens que je vais en perdre certains, et disons que ça va en éclairer assez peu, et que ça va en effrayer beaucoup, hein. Mais si on travaille sur la grassmannienne, d'accord? Alors la grassmannienne, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Vous prenez la grassmannienne Mn sur K, c'est l'ensemble des sous-espaces vectoriels F de K puissance n, ici, de dimension M là. D'accord? Donc voilà, c'est bien défini. Et si K est fini, on peut calculer le cardinal de la grassmannienne sur K, puisque K est fini, on peut tout compter. Et il se trouve que c'est un polynôme en Q, d'accord, Q étant le cardinal de K. Alors, il se trouve qu'une propriété extrêmement profonde fait que P est un polynôme palindromique. Par exemple, c'est quelque chose qu'on a calculé très récemment sur cette chaîne. Si vous prenez M égale 2, donc on regarde les plans en dimension 4, sur un espace sur un corps fini, eh bien, ça va nous donner le nombre de plans, hein, c'est Q4 plus Q3 plus 2Q2 plus Q plus 1. Donc d'abord, le premier truc qu'on remarque, c'est qu'on n'a que des coefficients positifs, entiers, et en plus, c'est palindromique. Voilà, et ce sera toujours palindromique pour la grassmannienne. Alors d'où ça vient? Alors il faut rappeler peut-être qu'il y a eu des conjectures de Weil, que Grothendieck a construit, les schémas justement, qu'il y a une cohomologie, L-adique, etc. Je vais essayer de vous faire un petit résumé, sans aller jusqu'au faisceau pervers, quoique pourquoi pas. C'est bien ça, c'est une passion. Donc allons-y, je vais vous balancer des gros arguments de spécialistes. D'abord, la grassmannienne, elle se définit sur Z. Elle se définit sur tous les corps, mais elle peut se définir, vous voyez, sur Z. Ça, c'est son grand avantage, parce que ça va pouvoir faire basculer d'une définition de la grassmannienne sur C à une définition sur FQ. Et ça, c'est important, et sur le L-adique, ça, c'est important dans la théorie des schémas de Grothendieck. Voilà, déjà une première chose. Et quand on calcule le cardinal de la grassmannienne, en fait, on calcule le nombre de points fixes pour une action qu'on appelle celle du Frobenius, d'accord? Si FQ, ça c'est FQ, on a Q égale P puissance n, on va avoir un Frobenius, X donne XP, mais le Frobenius à la puissance n, et il va agir sur une certaine cohomologie de la variété. S'il agit sur la variété, alors il agit sur la cohomologie de la variété. Et pour calculer la cardinalité de la grassmannienne, eh bien on regarde les points fixes du Frobenius et on regarde donc sa trace, et sa trace, ça va être le nombre de points fixes. Et sa trace, c'est la somme de certaines valeurs propres de l'action du Frobenius sur la cohomologie. Et pour des raisons de pureté maintenant, en fait, il va y avoir de la cohomologie que en degré pair de la cohomologie. Pour des raisons de pureté, eh bien, on va avoir des valeurs propres sur une cohomologie donnée qui vont être toutes de même module. Et si c'est la deuxième cohomologie, alors le module va être Q puissance I, ce qui va faire apparaître dans la cardinalité un polynôme en Q. Et les éléments qu'on a ici, pour des raisons de pureté, eh bien, c'est exactement la dimension de la cohomologie. Donc ici, vous avez des dimensions de cohomologie
à des degrés, alors c'est de la cohomologie sur C, qu'on a pu faire basculer de FQ à C grâce au fait que la Grassmannienne est définie sur Z. Et maintenant, il faut constater que, donc ici on a juste les dimensions des espaces cohomologiques pour des raisons de pureté, et maintenant il faut constater que les dimensions des espaces cohomologiques sont symétriques. Et ça, c'est le théorème de dualité de Serre, c'est-à-dire que la Grassmannienne, il se trouve que c'est une variété projective lisse. Et quand on a une variété projective lisse, on a un théorème de dualité de Serre qui met en dualité la cohomologie de la Grassmannienne en degré 2i avec celle en degré, bon, si n est la dimension de la Grassmannienne, grand N, n moins 2i. Voilà. Et donc on a une parfaite dualité, c'est le théorème de dualité de Serre en fait. Ça vient un peu de pureté, hein, et puis conjecture de Weil et théorème de dualité de Serre. Ça nous fait cette magnifique symétrie. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop effrayé. C'est lourd, hein? Ça n'a pas été facile, hein? Vous n'êtes pas obligé, hein, mais en ce qui me concerne, toute contribution est bienvenue, hein.